Bonsoir, je m'appelle Gérard Martin, je suis élu à la commune de Lèze-Clinchamp et je fais partie du comité de transition énergétique. D'ailleurs, je vous remercie tous d'être présents à cette soirée. On est sur une conférence qui va être filmée, ce qui fait qu'après coup, chacun pourra la revoir à volonté. Cette conférence fait partie d'une animation territoriale qui a débuté vers mi-2023. D'abord, c'était des informations en direction des élus, puis c'est élargi effectivement à l'ensemble de la population de la communauté de communes de la vallée de l'Orne et de l'Odon. Alors, je suis là ce soir aussi au titre d'élu et de participants au sein de la commission de transition énergétique à la vallée de l'Orne et de l'Odon. Le but de cette opération, c'était de créer des moments d'échange, effectivement, sur différents thèmes liés à la transition énergétique. On a eu beaucoup de thèmes sur la production d'électricité. On a eu sur l'alimentation, et enfin ce soir, sur la rénovation des logements. Alors, le sujet de l'habitat est un sujet, effectivement, qui nous intéresse tous. Le secteur résidentiel est le deuxième consommateur, effectivement, d'énergie au sein de la communauté de communes. Alors, la soirée va être dirigée par Monsieur Vincent, qui sera le maître du temps et qui vous donnera un petit peu les règles de fonctionnement pour la soirée afin que tout se déroule dans les meilleures conditions. Et je vais laisser la parole à Monsieur Leclerc qui va vous présenter effectivement le thème de la soirée. Monsieur Leclerc fait partie de Biomasse, qui est un des deux intervenants sur cette partie rénovation énergétique au sein de la communauté de communes. Nous avons aussi avec lui Soliachat, qui est une association qui est plus liée effectivement à la rénovation de l'habitat et intervient pour la communauté de communes sur des opérations programmées de l'habitat, de l'amélioration de l'habitat. Ces actions programmées permettent aussi d'avoir droit à des aides supplémentaires pour les foyers modestes ou très modestes. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Vincent. Monsieur Leclerc, pardon. En fait, c'est moi qui vais prendre la parole. Merci, Monsieur Martin. C'est moi qui vais prendre la parole parce que, comme vous l'avez dit, j'ai la prétention d'être maître du temps, enfin j'essaye. Et puis, alors c'est un petit peu récurrent sur nos conférences. J'aime bien mettre en place un petit cadrage. Vous allez le découvrir, Pierre-Adrien. Et puis après, on parlera de vous, évidemment, puisque vous êtes notre intervenant pour cette soirée. Mais ce petit cadrage, il est assez récurrent et peut-être un peu rébarbatif pour ceux qui viennent à chacune de nos conférences. Mais ça permet à ce que ça se passe bien entre nous tous et entre les intervenants et le public. Alors, notre cadrage, il s'appelle l'apéro. Certains d'entre vous savent ce que ça veut dire. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que l'apéro, ça veut dire un certain nombre de choses qu'on va évoquer rapidement. Mais vous avez également quelque chose... Enfin, on reviendra sur le contenu de votre présentation dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'apéro, il y a accueil. A comme accueil. C'est-à-dire, on accueille toutes les paroles. Donc, celle de l'intervenant, bien sûr. Celle de vous, public, sur différents témoignages. Et on y reviendra dans quelques instants. P comme parole. Alors, la parole, la juste parole dans le temps. C'est-à-dire, on essaie de mesurer le temps de parole, ça va être un petit peu sous contrôle ou pas, enfin on va essayer de faire au mieux, mais ça devrait bien se passer ce soir. L'écoute, alors l'écoute elle doit être active, on écoute ce que l'autre a à dire, on essaie de comprendre pourquoi il dit telle et telle chose, ça c'est ce qu'on définit comme une écoute active. Responsabilité, partage des connaissances, c'est-à-dire l'intervenant il a des connaissances, mais vous en avez aussi, donc on essaiera de partager un petit peu tout ça, de savoir ce que vous connaissez, et de vous laisser la parole en temps utile, évidemment. Et puis oser, O comme oser c'est oser prendre la parole. Donc c'est pas toujours facile, moi je la prends, voilà, mais vous pouvez la prendre également. Il y aura un micro à votre disposition pour que vous puissiez oser prendre la parole sur ce que vous avez à dire en termes de témoignage ou autre. D'accord ? Alors,
notre méthode s'appelle l'apéro, et vous avez une méthode qui s'appelle le bisou. On y reviendra tout à l'heure. Ça, j'ai adoré. La méthode bisou. Alors, on ne dévoile rien pour l'instant. Rien à voir. Rien à voir. Hein, on abordera à la fin, oui, mais c'est oui. dans un autre contexte. C'est dans le contexte justement d'économie d'énergie. Exactement. Et de la économie de consommation. Exactement. Voilà, qui s'appelle bisou. Alors là, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors, nous avons invité Pierre-Adrien, bonsoir madame, Pierre-Adrien Leclerc, donc de Biomasse pour l'espace France Rénov'. Alors, il va falloir qu'on resitue un petit peu ce qu'est Biomasse et ce qu'est France Rénov' dans Biomasse. Expliquez-nous. Alors, simplement, l'association régionale Biomasse Normandie, donc c'est une association qui a été fondée en 1983 et qui intervient sur 3 grands sujets liés à la transition énergétique: le bois énergie, la maîtrise et la gestion valorisation des déchets, et la connaissance et la maîtrise de l'énergie, qui anime dans ce pôle une mission de service public qui s'appelle Espace Conseil France Rénov'. C'est une mission de service public qui est cofinancée notamment par la collectivité de Vallée de l'Orne et de l'Aude. Et donc, au sein de cette mission de service public, je suis conseiller, et mon rôle, c'est d'apporter un conseil neutre, gratuit et indépendant auprès des particuliers qui souhaitent rénover leur logement. Gratuit, indépendant, service public, c'est ce que l'on retient de vos actions au sein de France Rénov'. Exactement. Alors, vous avez conçu un PowerPoint, un déroulé en 4 parties plus une. Donc, on va peut-être dévoiler maintenant. Voilà. Oui, alors, ces différentes parties, c'est comprendre le fonctionnement thermique de la maison, comment rénover, les aides mobilisables, les gestes au quotidien. Et puis, le plus une, c'est la low-tech. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va essayer de l'expliquer. Alors, si vous le voulez bien, ça avait bien fonctionné la dernière fois. Avant même chaque thématique, on va faire un petit sondage de savoir pourquoi vous êtes là et quelles sont vos attentes. C'est-à-dire, au lieu de le faire à la fin et d'attendre 1h30 pour vous laisser la parole, des fois c'est un petit peu long, on va essayer tout de suite de comprendre sur cette première thématique comment comprendre le fonctionnement thermique de la maison. Un petit sondage en 3 questions, ça va être très simple. Donc là, vous allez lever la main et voir témoigner dès maintenant. Sur ce thème-là, et uniquement sur ce thème-là, qui a un projet à venir, c'est-à-dire à venir, il n'y a encore rien de fait, mais qui n'a pas là où les connaissances du fonctionnement thermique de la maison. Qui a un projet, mais encore rien fait? Vous pouvez lever la main. Donc vous avez, ceux qui lèvent la main, des projets. Hein, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, a priori. Et vous essayez de comprendre comment fonctionne déjà le fonctionnement thermique de la maison. Ça, c'est une première chose. La deuxième question, vous levez la main aussi, c'est un sondage. Hein. Qui a un projet genre diagnostic déjà en cours pour sa maison? C'est-à-dire vous êtes en cours de quelque chose, voilà. Alors là, vous êtes 4, hein, un peu plus nombreux déjà. Ok. Donc là, vous êtes venus pour essayer de mieux comprendre encore, ou s'il y a une adéquation, si ça correspond à ce que vous savez déjà sur le projet en cours. On note. Et puis ensuite, troisième question, d'ailleurs sur chaque thématique, ça fonctionnera un peu comme ça. Qui a déjà finalisé un diagnostic, finalisé donc résolu, c'est-à-dire, ok, le diagnostic il est fait, et là, tout va bien, ça correspond à ce que vous imaginiez, ou alors il y a des grosses surprises. Qui a déjà finalisé un diagnostic thermique? Ouais. Et ça vous convient? Ou il y a du boulot ou... Eh ben, je suis en attente de l'acceptation des aides. Là, on est sur la prochaine thématique. C'est-à-dire, voilà. Bon. Mais c'est bien ce que vous dites. Non, c'est bien. C'est-à-dire, ok, vous avez finalisé le diagnostic, oui, et on passe à la deuxième partie. D'accord. D'accord, ok. Il y avait une autre finalisation de projet, là? Ouais. Vous, monsieur? C'est plus ancien, mais vous n'êtes pas abouti encore. C'est-à-dire que vous avez arrêté le projet? Ah oui, on essaiera de savoir pourquoi. Ou ensuite, à l'intervention de Pierre-Adrien, vous pourrez peut-être l'interpeller justement pourquoi vous avez arrêté et pas poursuivi. C'est intéressant, Pierre-Adrien? Oui, très intéressant. Okay. On va pouvoir l'aborder par étapes. Oui. La première étape, c'est déjà de comprendre le fonctionnement. Avant de parler des aides, avant de parler comment rénover, moi ce que je vous propose, c'est d'aborder un petit peu différentes notions
pour comprendre comment la maison, qu'est-ce qui peut nous amener à un projet de rénovation, comprendre comment la maison, d'un point de vue thermique, elle fonctionne. Donc on va aborder la notion de déperdition, de froid, de vapeur d'eau, d'étanchéité à l'air, d'humidité dans les parois, de ventilation et la notion de confort. J'espère qu'à la fin de cette première partie, ces notions-là, elles vous seront plus familières. Et si ce n'est pas le cas, bon, ça fera l'objet de questions qu'on pourra aborder ensemble. La première notion, en fait, qui va avoir un impact sur le comportement thermique d'une maison, ce sont les déperditions. Les déperditions d'une maison, grossièrement, ce sont tous les transferts d'énergie, donc de chaleur, qui se font de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Et plus il y aura de déperdition, plus la maison elle va consommer d'énergie pour assurer les besoins de chauffage. Ce qui est important de comprendre, qu'on appelle une passoire énergétique, c'est un logement qui est classé F ou G sur le classement DPE que vous avez tous dû déjà voir, et ce sont ce qu'on appelle des logements à forte déperdition. La première question sur cette notion de déperdition, en fait, de ce transfert de chaleur, c'est est-ce que vous avez une idée? Donc, elles sont réparties sur l'ensemble des postes de la maison, et quand on des parois de la maison, et sur l'approche thermique, eh ben, on parlera des parois entre les volumes extérieurs, les volumes non chauffés, et les volumes intérieurs, les volumes chauffés. Et ces déperditions-là, elles iront toujours du chaud vers le froid. Même si on a l'impression que c'est le froid qui rentre, c'est toujours des transferts du chaud vers le froid, vers l'extérieur. Ce qu'on peut voir, c'est que, du point de vue physique, la chaleur monte. Donc les principales déperditions sur un logement dit non isolé, elles se feront par le haut de la maison, par les toits, par le plancher haut, de l'ordre de 25 à 30%. Ensuite, on va avoir toutes les surfaces d'échange avec l'extérieur, donc les principales surfaces après la toiture, donc les surfaces verticales sur les murs de l'ordre de 20 à 25% de déperdition thermique sur les murs. Ensuite, on aura des déperditions thermiques par l'air renouvelé et les fuites, à hauteur d'environ 20 à 25% également. Et le reste de ces déperditions-là vont se faire par les fenêtres, par les planchers bas et par les ponts thermiques. Dans le fonctionnement thermique d'une maison, ce qu'on va appeler pont thermique, c'est un élément important à comprendre pour la suite quand il y a un projet de rénovation. Les ponts thermiques, simplement, ça peut être des jonctions entre un mur vertical et un plancher bas, et la jonction entre les deux, isolé, non isolé, c'est ce qui va être caractérisé comme étant un pont thermique, donc une perte de chaleur. Donc ça, c'est vraiment la notion principale dans le fonctionnement thermique d'une maison, c'est les déperditions thermiques. C'est ce qui va influencer sur le comportement et le confort. Il y a un deuxième facteur qui aura une incidence assez importante dans le comportement thermique de la maison et le confort, c'est l'humidité. Alors, l'humidité dans la maison, elle peut venir de deux sources principales. Il y a l'humidité qu'on va produire naturellement en occupant la maison, naturellement, ou en occupant, en cuisinant, ou en prenant des bains, tout ça. Et cette humidité-là, elle a un impact sur le comportement thermique de la maison, parce qu'elle peut générer à la fois de l'inconfort sur l'occupation, et potentiellement, si la maison présente des défauts d'isolation, l'humidité peut dégrader aussi la maison au fil du temps. L'humidité, elle est produite par l'activité humaine, mais elle peut également, l'humidité, elle peut également venir de l'environnement de la maison. C'est ce qu'on appellera les remontées capillaires. Souvent, en milieu rural, plutôt sur les maisons sans fondation, sans vide sanitaire,
les logements peuvent être sujets aux remontées capillaires. Ce sont un phénomène d'aspiration naturelle de l'humidité du sol dans les parois verticales, et l'humidité, elle ressort là où elle peut, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Ce phénomène de remontée capillaire, il peut être accentué par des enduits ciment qui ont pu être posés au fil du temps, au fil des rénovations sur le logement. Et pour le dernier point qui est important sur le comportement thermique de la maison, ce qui peut pousser des premières questions, des premières réflexions sur peut-être une rénovation à aborder, ce sont les infiltrations d'air. Les infiltrations d'air, c'est la fameuse sensation de courant d'air que vous avez dans la maison quand vous êtes assis dans le canapé et que vous sentez un filet d'air qui circule dans votre cou, qui vient peut-être de la salle de bain ou d'une pièce attenante, et sans savoir d'où ça vient, toutes les fenêtres sont fermées et vous avez pourtant des mouvements d'air parasites. Donc ce sont des défauts d'étanchéité à l'air qui sont caractéristiques d'une maison qui a besoin d'être potentiellement rénovée. Sur le comportement thermique de la maison, donc, pour résumer, on peut mettre en avant 3 facteurs. Les déperditions thermiques, qui vont avoir un impact sur la température ressentie à l'intérieur du logement. Et la température ressentie, elle dépendra de la température de l'air et des parois. Une maison qui est non isolée, on va avoir des parois plus froides, donc un ressenti intérieur dégradé. L'humidité, le deuxième point, un air trop humide, ça provoque une sensation d'inconfort. Et ensuite, les défauts d'étanchéité à l'air qui viennent aussi générer de l'inconfort. Ça, c'est important de se poser ces questions-là et de comprendre comment chaque maison fonctionne avant d'envisager un projet de rénovation et de se poser avant les questions comment rénover ma maison. Ce comportement, il va être propre à chaque logement, à son environnement, à l'occupation que vous en faites. Ok. Enfin, c'est peut-être absurde, mais on n'a pas parlé de DPE. Et est-ce que le DPE est globalement réducteur, en fait, puisqu'en fait, il y a multitude de facteurs de fonctionnement thermique. Ce qu'on appelle le DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique. Oui. C'est une étude de la maison. Là, on était sur le fonctionnement de la maison en tant que telle. Le DPE, ou une étude plus poussée qu'on appellera un audit énergétique, ça va permettre de calculer les fameuses déperditions, d'identifier les défauts d'étanchéité à l'air pour envisager un programme de travaux. Donc en fait, on va chercher à comprendre comment la maison fonctionne, quantifier les déperditions grâce au DPE ou à l'audit énergétique en vue de mener un programme de travaux. Ça va être, avant de rénover, on peut mener un DPE ou un audit pour quantifier ces déperditions. Donc c'est une vraie valeur, ce DPE. Oui. On en tient compte sur la suite des travaux à venir, ou pas? Alors le DPE, lui, il a une valeur avant tout réglementaire, pour toute vente ou mise en location d'un bien immobilier. Après, sur des projets de rénovation d'ampleur, des études thermiques globales, des audits énergétiques vont être nécessaires, mais ils ont une vraie valeur technique, effectivement, pour passer de cette approche théorique à une approche pratique. Des questions par rapport à vos projets à venir, ceux qui sont résolus ou pas? Ok. On passe à comment rénover, donc deuxième thématique. Alors je vais avoir le même type de sondage que précédemment, c'est-à-dire sur le comment rénover. Quels sont ceux qui sont venus pour savoir quelles sont les meilleures méthodes? Alors pour l'instant, vous n'avez rien fait, éventuellement un diagnostic, mais on passe à l'étape suivante, décidément, à savoir quelles sont les meilleures méthodes. Qui n'a encore rien fait est venu pour découvrir ces méthodes de rénovation?
Ah oui, on sait pourquoi vous êtes là. D'accord, une majorité, ça explique votre présence. Deuxième question, qui a un dossier en cours, une nouvelle fois, et des travaux justement de rénovation en cours. Vous êtes venu peut-être pour savoir si vous allez dans le bon sens ou pas. Des travaux en cours de rénovation. Oui, Monsieur Martin, j'espère que vous n'êtes pas fausse route, hein. On va vérifier. Et puis enfin, parmi vous, des choix de méthodes de rénovation qui sont déjà faits. Alors vous allez me dire lesquels, pour ceux qui ont déjà abouti, et si vous avez des bonnes ou des mauvaises surprises par rapport à cette rénovation. Il y a des exemples? Oui, justement. Donc là, la rénovation est faite? Ah non. Non. Justement, je ne sais pas dans quelle méthode adopter. Non, parce que c'est grâce à par ce lien, j'ai un dossier, donc avec tous les travaux à venir ont été chiffrés et tout. Il n'y a plus que la réponse des différents organismes. Et oui, même en ayant des revenus très modestes, il reste quand même malgré tout un reste à charge qui oblige à emprunter. Ça c'est intéressant parce qu'on passera sur les aides mobilisables à la troisième partie. Donc là, on vous sollicitera. Là, c'est une rénovation globale. D'accord. Voilà. Bon, il y a des choses, je me demandais si c'était bien utile ou pas. Comme si on fait comme une rénovation par l'extérieur, c'est toute la surface des murs qu'il faut faire. Je me dis peut-être que c'était pas forcément de bonne loi. On va poser la question à Pierre-Adrien. Et puis, oui, j'ai entendu dire aussi que les aides qui étaient apportées par la communauté de communes, peut-être, allaient être suspendues. C'est la troisième partie. Et là, il y aura peut-être une intervention pertinente. Je voulais poser une question aussi dans votre premier. Vous parliez de l'air, les fuites d'air. Oui. Et il y avait une cheminée. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que par la cheminée, il y a de l'air qui s'échappe? Est-ce que par les ventilations, la VMC, est-ce qu'il y a de l'air qui s'échappe? Oui. Qui amène du froid? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il y aura toujours des déperditions par des fuites d'air. Les fuites d'air, elles peuvent être liées, comme vous l'avez identifié, par des foyers ouverts ou des cheminées. Ou, alors là, c'est plus le cas sur des cheminées ou des ventilations naturelles. Alors, les maisons, elles peuvent être soit ventilées de façon naturelle, avec des ouvertures hautes et basses, souvent dans les salles de bain, les cuisines, ou des ventilations mécaniques, à partir plutôt des années 80. Et ces ventilations mécaniques, elles ont différentes technologies, mais même les ventilations mécaniques peuvent générer des déperditions. Donc, il existe des ventilations, on est sur le sujet de la ventilation, il existe des ventilations dites simple flux qui vont extraire de l'humidité depuis les pièces humides et l'évacuer en extérieur, souvent en toiture, ou des ventilations dites double flux. Et elles, en fait, elles vont, donc c'est vraiment le moteur de ventilation qui va gérer les flux d'air entrant et sortant. Et là, on limite fortement les déperditions. Après, quand on a une approche globale, et là, ça rejoint un peu la question, est-ce qu'il faut tout faire? Est-ce qu'il faut isoler tous les murs? Oui, c'est mieux. Et quand on a une approche globale, on va essayer d'optimiser les solutions techniques et financières. La ventilation, ça reste un sujet. En rénovation, c'est pas toujours évident de mettre en place une ventilation double flux, d'un point de vue technique, et ensuite financier. Après, les dernières ventilations dites simple flux, elles permettent de ventiler de façon plus performante quand c'est nécessaire, où c'est nécessaire, en termes de débit par rapport au taux d'humidité. C'est-à-dire qu'on va limiter les déperditions liées à l'évacuation de l'humidité. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Madame, et puis on va passer au sujet suivant. Si on a des priorités à donner, c'est-à-dire le global, ok, reste à charge trop élevé, est-ce qu'on peut se baser sur vos pourcentages pour donner des priorités? C'est-à-dire les planchers bas, 7-10%, peut-être qu'on peut s'en passer, même si c'est mieux. Et puis le toit, 30%, là, il faut y aller. Les fenêtres, par contre, alors les marchands de fenêtres nous disent qu'ils... c'est pas grand-chose, les fenêtres, en fait. Est-ce qu'on peut fonctionner avec vos pourcentages? Non, c'est pas aussi simple que ça. Ah ben, j'y vais, moi. Hein. Alors,
pour plusieurs raisons. Premièrement, là, l'exemple que j'ai donné des répartitions en première, c'est-à-dire qu'on est sur une répartition. Ça veut dire que c'est pas en isolant la toiture qu'on va réduire de 25 à 30% les déperditions liées à la toiture. Ensuite, ça, ce sont les répartitions. C'est un exemple d'une maison des années 70 considérée comme étant une passoire thermique, classée F ou G, donc non isolée. Sur une rénovation d'ampleur, il y a dû avoir un audit énergétique qui a été fait, ou une étude thermique. Cette étude, elle permet de dire qu'en isolant tel ou tel poste, on réduit d'autant les consommations. Les fenêtres, c'est compliqué. Souvent, sur une maison classique, la surface vitrée reste plutôt négligeable par rapport à la surface dite opaque, donc des murs. Donc le remplacement des fenêtres, bien qu'il soit souvent traité en priorité, il va avoir un impact sur l'amélioration du confort, un peu thermique, un peu acoustique, un impact esthétique. Mais sur l'approche thermique globale, ce n'est pas le remplacement des fenêtres qui va améliorer sensiblement les consommations d'énergie. Et ensuite, cette répartition, elle est propre à chaque logement. Et chaque logement a pu subir une ou plusieurs tranches de rénovation. Et des fois, certaines maisons ont pu être isolées un petit peu au niveau des combles ou faire l'objet d'un remplacement des menuiseries dans les années 2000. Du coup, ça chamboule cette répartition des déperditions. D'où l'intérêt de refaire une étude avant chaque projet. On passe aux méthodes de rénovation. Elles sont multiples. Alors, avant de parler des méthodes de rénovation en tant que telles, c'est ce que vous évoquiez, la démarche de rénovation. On a parlé des déperditions, de l'étanchéité à l'air, de la ventilation. L'objectif, quand on parle de rénovation énergétique de l'habitat, on parle de tous les postes de travaux qui visent à réduire les consommations d'énergie nécessaires pour occuper le logement. Et ça a été évoqué, la plupart des consommations d'énergie, c'est pour le chauffage. Donc quand on rénove une maison, on a d'abord une approche qui vise à réduire les consommations d'énergie pour chauffer le mur. Et donc on va plutôt chercher à isoler l'enveloppe de la maison. Isoler l'enveloppe, ce sont les murs, les fenêtres, les planchers bas, quand c'est possible, et les planchers hauts, que ce soit des combles perdus ou des rampants de toiture. Le sujet de la ventilation qu'on a abordé, il est très important, on va y revenir dans la rénovation. Plus on isole une maison, plus on la rend étanche. Donc il est important d'installer un équipement qui assure le renouvellement de l'air et l'évacuation de l'humidité. Et la dernière étape, ça va être de changer les équipements de chauffage, de production d'eau chaude, en les adaptant au projet de rénovation et à l'état du bâtiment. Ça, c'est vraiment la démarche idéale quand on parle de rénovation énergétique de l'habitat. La première étape, c'est agir sur le bâti. Agir sur le bâti, c'est isoler les murs. Les murs, ils peuvent être isolés par l'intérieur ou par l'extérieur. Et ça dépend du type de maison, du règlement d'urbanisme qui vous autorise à isoler par l'extérieur, des possibilités par l'intérieur, d'un ensemble de facteurs. Isoler les rampants, combles perdus, sarking, plancher bas. Et sur les menuiseries, on vise aujourd'hui souvent à installer des menuiseries en double vitrage ou en triple vitrage. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question des anciennes fenêtres. Est-ce qu'elles sont toujours adaptées ou pas? Si elles sont à remplacer, idéalement, retirer complètement les anciennes fenêtres. Un point important sur la rénovation, c'est toujours s'assurer de mettre en œuvre des matériaux adaptés au bâti que vous occupez, parce que suivant le type de construction, il y a des matériaux qui sont plus ou moins adaptés. C'est-à-dire que, donc là on reste sur par exemple le territoire de Vallée de l'Orne et de l'Odon, j'ai vu en venant qu'il y avait beaucoup de maisons en pierre, un territoire rural, typiquement sur le bâti ancien,
il y a certains matériaux qui risqueraient de dégrader un petit peu le bâti. L'objectif de la rénovation énergétique, c'est d'avoir une réflexion globale pour mettre en œuvre des matériaux qui sont adaptés. Et les matériaux biosourcés est un exemple de matériaux qui peuvent être adaptés sur la rénovation du bâti ancien. Le deuxième avantage du matériau biosourcé, c'est un petit aparté, c'est que ça améliore sensiblement le confort d'été, lié aux caractéristiques qu'on appelle le déphasage. Donc ça retient la chaleur estivale, ça la diffuse beaucoup plus lentement à l'intérieur du volume intérieur. C'est vous qui êtes venu avec la petite valise là, Alors, oui. de matériaux, c'est ça, non? Exactement. J'ai vu ça tout à l'heure, ouais. Des matériaux biosourcés, Oui. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ce qu'on appelle des matériaux issus de la matière organique renouvelable, végétale ou animale. Souvent, en rénovation énergétique, on va trouver de la fibre de bois, de la ouate de cellulose. Alors, la ouate de cellulose, c'est du papier recyclé, ou de la fibre textile, ou du lin, du chanvre. Voilà, ce sont les produits qu'on peut retrouver de plus en plus et qui sont de plus en plus proposés par les artisans sur la rénovation de l'habitat. Ça tient dans le temps. Ça tient pas différemment, pas mieux, pas moins bien que les matériaux minérales. Ce qui va être important, c'est la mise en œuvre, le bon produit, au bon endroit, sur le bon support. On a parlé un petit peu de l'humidité tout à l'heure. On va surtout, en rénovation, s'assurer par exemple que le support soit sain, qu'il n'y ait pas de traces d'humidité avant de venir l'isoler. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent remettre en cause la pérennité de l'installation. Ce ne sera pas lié au matériau lui-même. Quand on accompagne sur la rénovation énergétique, c'est important de se poser comme question, c'est l'environnement dans lequel la maison est située, le plan local d'urbanisme ou les règlements de lotissement, si vous habitez dans un lotissement. Ce sont des éléments qui peuvent avoir une incidence sur les choix de travaux, notamment en cas d'isolation par l'extérieur sur votre projet. Là, le plus simple, c'est de se rapprocher de la collectivité pour connaître un petit peu les règles qui s'opèrent. Quelques exemples d'isolation. Donc, vous retrouverez, par exemple, une isolation thermique par l'extérieur. Donc là, on est sur une isolation sur un mur en parpaing, construction traditionnelle, qui est isolée avec des panneaux de polystyrène et avec un enduit de finition. Donc c'est une solution qui permet de retrouver presque l'esthétique avant travaux. Quand il est possible d'isoler par l'intérieur, vous voyez ici une isolation par l'intérieur en laine de verre, sous placo. Donc c'est une solution qu'on retrouve très couramment aussi, notamment quand il est nécessaire de refaire tous les réseaux électriques. Et ici, vous allez trouver une isolation donc, plutôt de ce qu'on appelle un plancher de comble perdu. Ce matériau gris, c'est typiquement de la ouate de cellulose, donc c'est du papier recyclé qui est soufflé sur le plancher horizontal du comble. Et ça vient uniformément se répartir et apporter une très bonne isolation. Je vous en ai parlé tout à l'heure, plus on va isoler la maison, plus on va la rendre étanche, et donc il va falloir qu'on évacue l'humidité. Rendre étanche la maison, c'est nécessaire pour traiter tous les défauts d'étanchéité à l'air, et ça c'est surtout quand on vient isoler par l'intérieur. Pour faire un comparatif simple, traiter l'étanchéité à l'air de la maison, c'est comme mettre un kawé. Quand on met un kawé, on ne ressent plus le vent, on est coupé du vent, par contre on a chaud. Le kawé, il coupe du vent, mais il va retenir toute la chaleur corporelle et l'humidité produite. Le traitement de l'étanchéité à l'air de la maison, c'est pareil. Ça améliore aussi la performance thermique. On considère qu'une maison qui est isolée, mais qui a une fuite sur 1 mètre carré d'une fente de 1 mm, ça peut diviser jusqu'à 5 la performance de l'isolation.
l'étanchéité à l'air sera un paramètre très important à prendre en compte pour la pérennité de l'isolation et la performance et le confort. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, le traitement de l'étanchéité à l'air. Alors, globalement, c'est un film qui ressemble à un film plastique qui est installé côté chaud, donc contre l'isolant, avant de venir mettre l'ossature et le placo de finition. Pour que ce soit performant et éviter les défauts d'étanchéité qu'on a vus précédemment, eh ben, il est nécessaire d'installer à toutes les jonctions de cette membrane des scotch au niveau des menuiseries ou des appuis de fenêtre. Cette membrane d'étanchéité à l'air ou frein à vapeur, elle a deux fonctions principales. La première, couper les courants d'air, et aussi elle régule la migration de l'humidité. Donc on l'a vu, on produit énormément d'humidité en occupant la maison. Si cette humidité venait à migrer à travers le matériau isolant, il y aurait un risque de dégradation de l'isolant en tant que tel, qui pourrait perdre ses caractéristiques isolantes, et il pourrait y avoir un risque de condensation entre le matériau isolant et le mur qui est derrière, plus ancien, qui est froid. Donc cette membrane, elle permet de réguler la migration d'humidité, et donc de retenir un petit peu l'humidité. C'est un peu l'inconvénient. D'où... Mais les artisans qu'on sollicite, ils ont la maîtrise de tout ça. Enfin, parce que là, c'est très technique, c'est pas nous qui allons faire. Donc je suppose qu'ils savent faire ça. Oui, ça, bien sûr, les artisans savent faire. Ouais. Après, une rénovation, en fait, il n'y a pas de rénovation standard. C'est-à-dire que chaque bâtiment, chaque logement aura besoin d'être rénové par rapport à ses caractéristiques. Donc, il va falloir adapter, et par rapport aux techniques de rénovation, il va falloir adapter les matériaux, les membranes par rapport au bâti. Et vous, votre structure, l'a aidé à ça, à faire les bons choix ou pas? Nous, en tant qu'espace, oui, on apporte un conseil, alors, tant sur les aspects, les aides financières, mais aussi sur les aspects techniques, sur la rénovation, pour mettre en place à la fois, vous accompagner sur votre projet à vous, mais aussi sur que le projet que vous menez actuellement, il soit le plus périn possible dans le temps. Et ça passe par les conseils techniques de la mise en œuvre de cette membrane, par exemple. Vous aidez aussi au choix des entreprises? Alors, la limite, entre guillemets, de l'espace conseil France Rénov', c'est qu'on est tenu de rester neutre. Pour ça, on ne peut pas vous orienter vers une entreprise en particulier. Il y a des listes d'artisans RGE qui existent. Après, on va vous aider à la réflexion sur des éléments techniques, pas financiers, mais on va vous aider à prendre de la hauteur sur votre projet. Mais les agréments, c'est RGE, ça suffit pour valider une compétence Alors nous, notre rôle, c'est pas de valider les compétences des artisans. Le fait qu'une entreprise soit qualifiée RGE, alors premièrement, ça certifie que le fait que l'entreprise elle soit formée et assurée sur les domaines de travaux sur lesquels elle intervient. Et ensuite, c'est une des conditions indispensables pour que vous puissiez bénéficier des aides financières. Après, nous, on va comparer plutôt les éléments techniques et les propositions techniques des artisans à proposition égale. La qualification, ça reste un gage de qualité. Ah, parce qu'on peut avoir un devis et vous le soumettre. Exactement. Ah, okay. Ça fait partie de notre mission en tant qu'espace conseil de vous aider sur l'analyse des propositions techniques des artisans. Pardon, monsieur, je ne sais pas si c'est lors de ces questions, mais vous parlez de l'isolation par l'extérieur. Quelle est la durabilité d'une isolation par l'extérieur? 10 ans, 20 ans, 30 ans dites-moi. Parce que j'ai fait une isolation par l'extérieur, j'ai refait l'an dernier encore tout le grenier, changer les fenêtres et tout. Mais combien d'années ça dure maintenant? Au bout de 15 ans, on refait Dans des conditions normales, de bonne mise en œuvre, ça peut durer plus de 50 ans. Après, souvent, quand on parle d'isolation par l'extérieur, on va parler de deux grandes filières. Donc, il y a une isolation par l'extérieur sous enduit, donc l'exemple que je vous ai montré. Donc, souvent, ce sont des panneaux collés, fixés avec des tiges, avec un enduit de finition. Et
souvent, l'enduit sera à refaire au bout de 20 ans à peu près, mais l'isolant en tant que tel, s'il a été bien posé, il va durer beaucoup plus longtemps. Après, la deuxième filière d'isolation par l'extérieur, c'est sous-bardage, que ce soit un bardage bois, PVC, composite. Et là, le bardage, lui, il peut demander un entretien. Quand il y a un entretien, en fait, c'est comme les équipements de chauffage, de ventilation. Quand c'est entretenu, ça dure. Alors, il est vrai que ça diminue par 2 les factures de chauffage, hein, tout à fait. Ça ressemble à une quinzaine d'années, c'est extrêmement efficace. Alors, autre question, monsieur. Alors, c'est par rapport à des problèmes de copropriété, de voisinage. Alors, je pense à un cas très concret, une maison en limite, un mur est en limite de propriété, le propriétaire du terrain à côté refuse totalement une isolation par l'extérieur, donc ça veut dire qu'il y aura un ensemble de murs isolés par l'extérieur et l'autre par l'intérieur. Est-ce que ça ne fait pas des ponts thermiques? Parce que la personne à qui j'ai des proches ont eu affaire, on a dit non, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est obligé parce que refus total, il faut rien faire. D'un point de vue technique, si, forcément, s'il y a une paroi qui est non isolée, il y aura des ponts thermiques. Ou alors, il faudrait pouvoir isoler cette paroi par l'intérieur et trouver d'autres solutions que l'isolation par l'extérieur pour limiter au maximum les ponts thermiques. Donc, on est d'accord, on va dire 3 murs par l'extérieur, 1 à l'intérieur. Et ça collerait à peu près. C'est une solution qui pourrait être envisagée. Après, il faudrait essayer en fait, de venir... il faudrait voir un peu les caractéristiques du logement, mais venir chevaucher les surfaces d'isolation pour limiter au maximum. Tout à fait. On est très souvent dans du cas par cas. On n'est que sur du cas par cas. La rénovation, il n'y a pas de rénovation standard, c'est que du cas par cas. Il y a des solutions, il y a une démarche idéale. Après, la rénovation, ça dépend du bâti, de son état initial, de ce que vous souhaitez en faire, comment vous l'occupez, du budget que vous souhaitez y consacrer, un ensemble de paramètres. C'est que du cas par cas. Bon, une maison, ça doit respirer. Une maison, ça doit respirer. On l'a évoqué, la membrane, elle va retenir un peu d'humidité. La ventilation, elle a vraiment pour fonction évacuer l'humidité produite et assurer, et ça c'est très important, un bon renouvellement de l'air dans le logement. Quand on envisage une rénovation, alors il faut aussi avoir en tête que chaque poste de travaux a une incidence sur le poste voisin. Alors, par exemple, la plupart des ventilations posées en rénovation, on va être sur des ventilations dites simple flux, c'est-à-dire que, comme ici, on va extraire l'humidité depuis les pièces humides, mais quand on extrait l'humidité, l'air d'un côté, il faut qu'il y ait de l'air qui rentre de l'autre. Et l'air, typiquement, il faut qu'il puisse rentrer via les grilles d'entrée d'air dans les pièces sèches, dans les chambres, dans le séjour, pour que ça crée, à travers la maison, un flux d'air qui renouvelle tout l'air intérieur. Avec le double vitrage, il y a de la ventilation systématiquement qui est prévue sur les fenêtres. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut ajouter en plus une ventilation simple flux ou double flux? Alors, quand il y a un remplacement des fenêtres qui est opéré, souvent, oui, il y a des grilles d'entrée d'air. Ces grilles d'entrée d'air, enfin les grilles, elles ont une fonction uniquement à faire entrer de l'air dans la maison. Ce sont ces fameuses grilles d'entrée d'air. Elles ne suffisent pas à assurer un bon renouvellement de l'air. Il faut vraiment qu'il y ait un équipement de ventilation mécanique, de l'autre côté, qui assure le renouvellement. Après, il dit... Quand c'est suffisant, c'est peut-être qu'il y a des défauts d'étanchéité à l'air qui assurent une ventilation naturelle. Ça demande une réflexion un peu plus poussée. Souvent, quand on change les fenêtres, on rend la maison étanche rapidement. C'est peut-être le bon moment pour réfléchir en même temps à l'installation d'une ventilation. Si on aère beaucoup dans les fenêtres, par exemple. Alors, l'ouverture des fenêtres, oui, ça reste un geste à conserver. Après, en ouvrant les fenêtres, on n'a aucune garantie du taux d'air qui est renouvelé, du taux d'humidité qui sort ou qui rentre.
Et c'est étroitement lié aussi aux conditions climatiques. Ça reste important d'ouvrir les fenêtres, mais quand on parle d'une ventilation mécanique dans un logement, on dit que la ventilation elle doit être continue dans toutes les pièces. Et l'ouverture des fenêtres ne permet pas une ventilation continue parce qu'elle va être assurée 30 minutes, 1 heure par jour, suivant les habitudes. Idéalement, il faudrait mettre une ventilation. On poursuit. Pourquoi pas une ventilation double flux en rénovation? Pourquoi une ventilation? Vous parlez d'une ventilation simple. Oui. Et il y a une ventilation double flux. Oui. Et pourquoi ne pas mettre une ventilation double flux Alors, je prends l'exemple de la ventilation simple flux parce que c'est le type d'équipement qu'on voit le plus souvent. La complexité de la double flux, c'est que la ventilation double flux, il faut pouvoir en fait permettre un réseau de gaines de ventilation dans toutes les pièces. Il y a des gaines qui vont faire entrer de l'air sain et d'autres gaines qui vont aspirer de l'air humide. C'est possible, c'est juste que ça nécessite un peu plus de conception dans la rénovation pour savoir à quel endroit on va faire passer les gaines, à quel endroit on va faire passer les gaines pour toutes les pièces. Et c'est un coût, évidemment. C'est un coût entre 3 et 5 fois plus cher, plus onéreux qu'une VMC simple flux. Mais c'est une solution quand même plus performante que la VMC simple flux en termes de déperdition thermique et surtout en termes de qualité de l'air intérieur. La VMC double flux elle va aussi permettre une filtration des airs qui rentrent, donc des polluants, des pollens, etc. Plus on rend la maison étanche, en fait, plus il faut être vigilant sur ces ventilations, ces problèmes de ventilation. Oui. Logiquement. Exactement. On poursuit. On poursuit. Et le dernier point, sur cette partie, sur comment rénover, en fait, la démarche cohérente, c'est vraiment de réduire au maximum les besoins énergétiques pour se chauffer. Et après avoir isolé et ventilé, ça va on peut porter une réflexion sur est-ce que j'ai besoin de changer mon système de chauffage, et si oui, par quel système, et adapter la puissance de l'équipement par rapport aux besoins des occupants et à la rénovation de la maison. Bien souvent, on nous interpelle pour un remplacement de la chaudière, gaz ou fioul, par une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, on est sur un système très performant, mais qui peut être moins efficace si la maison n'est pas suffisamment isolée. D'où l'intérêt de récupérer, de reprendre ce parcours de rénovation, isolation, ventilation et chauffage. Ah, ça c'est un peu le nerf de la guerre, le coût, le budget, les aides financières. Alors évidemment, c'est bien joli de faire un global avec tous les éléments, de suivre vos conseils, mais c'est un coût. Fort heureusement, il y a des aides qui sont mobilisables. Alors ce qui est intéressant avec votre intervention là aujourd'hui, c'est que là, il y a une mise à jour des aides mobilisables en 2025, a priori. Oui, c'est... Ah, ok. Alors mes questions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire de savoir qui est venu pour voir quelles sont ces mises à jour des aides mobilisables, leur montant, les seuils, les revenus, etc. Qui est venu, voilà, donc découvrir ça. Oui, on sent que vous êtes là aussi pour ça. La deuxième, qui a un dossier en cours de financement avec des aides qui a un dossier... Non, il n'y a pas de dossier en cours. Si, mais si. Je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Ça vous a semblé simple ou compliqué, la mise en œuvre des formulaires, tout ça? Non, j'ai été aidée bon. alors, par... Il y a souvent un accompagnement. Ouais, bah oui, c'est un accompagnement. Oui, c'est ça. Hein. C'est un parcours alors, dans la mesure où il y a un accompagnement, ça devient plus simple. Ouais. Voilà, ok, d'accord. Et puis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu ces aides? Le financement est finalisé et là aussi, qui ont eu peut-être des bonnes ou des mauvaises surprises, un témoignage peut-être, oui? Oui, mauvaise surprise. Mauvaise surprise. Oui, j'ai eu une mauvaise surprise parce que quand j'ai fait mes demandes,
automatiquement, il faut faire la demande C2E avant d'avoir la prime rénov, donc il faut faire 2 dossiers. Et puis là, on m'avait répondu que c'était d'accord. Et quand j'avais fait le devis auprès du couvreur, le premier papier qu'on a envoyé, il n'avait pas pour le RGE, il n'avait pas l'histoire de la toiture. Et entre deux, peut-être 3 semaines après, il m'a envoyé le dossier, l'actualisation de son RGE que j'ai envoyé. Et au moment de me faire rembourser, ils m'ont dit que c'était pas bien, c'était pas possible parce que c'était au moment du devis qu'il aurait fallu qu'il ait la qualification RGE. Donc j'ai perdu 650 € comme ça. Et sur 22 000 € de travaux pour ma toiture d'isolation, j'ai eu 1 200 € seulement de prime rénov. On vous posera la question, Pierre Adrien. Il faut être dans les clous sur le timing et pas déborder. Ça a l'air assez serré quand même. Oui. Ils cherchent vraiment pointilleux et jamais personne au bout du fil. Toujours des mails avec des réponses un peu standards. Alors qui ça, quand on écrit, c'était C2E, quand ils nous envoient les courriers, c'est toujours par Internet et on n'arrive jamais à avoir personne au téléphone pour nous dire ce qui ne va pas. Et franchement, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas en bénéficier. Il a fallu que je reprenne les différents certificats de qualification où j'ai regardé ligne par ligne, et c'est là que j'ai vu que c'est vrai que le certificat que j'avais eu au moment du devis n'était pas complet comme ceux que j'avais eu après. C'est là que vous pouvez intervenir dans l'accompagnement, justement sur un dossier comme celui-ci, si vous étiez intervenu? Pas spécialement. La difficulté des certificats d'économie d'énergie, c'est que c'est un dispositif d'aide privée, donc financé par les fournisseurs d'énergie. C'est un dispositif qui reste encadré par l'État parce qu'il permet aux fournisseurs de répondre à leurs obligations en termes de réduction de gaz à effet de serre. Mais chaque fournisseur d'énergie peut mettre des conditions un petit peu différentes. La difficulté, effectivement, c'est que premièrement, il faut faire la demande de certificat avant la signature du devis auprès de l'artisan RGE. Et oui, souvent, il faut que l'artisan soit RGE au moment de la demande, donc avant la signature. Avant la signature du devis. Et du devis, exactement. C'est ce qui ne s'est pas passé. D'accord. Il l'avait, mais pas avec la toiture. Ah oui. D'accord, pour les deux. Ouais. Mais trop tard. Ok. On va développer sur les aides et puis on va affiner sur les témoignages, peut-être après. Sur les aides, en fait, globalement, alors les aides, elles dépendent d'un ensemble de paramètres, de facteurs. Il y a des aides nationales. Les aides nationales, le principal dispositif d'aide, c'est MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est l'aide publique financée par le gouvernement. Ça remplace historiquement le crédit d'impôt depuis 2021. Et l'autre dispositif, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est un dispositif privé financé par les fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs d'énergie, ce sont par exemple Leclerc, Carrefour, Total, EDF, Butagaz. Vous n'êtes pas obligé de passer par votre propre fournisseur, ni à devenir client chez le fournisseur qui va vous financer des aides sur la rénovation. Et après, vous allez avoir des aides locales, régionales, un dispositif financé par la région Normandie, qui s'appelle le chèque éco-énergie Normandie. Donc là, on va être sur des aides directes, qui vous sont directement versées après les travaux. Et après, vous allez avoir des aides indirectes, des solutions de financement, l'éco-prêt à taux zéro, le prêt avance rénovation, ou la possibilité de mobiliser le taux de TVA réduit à 5,5% pour tous les travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est le panorama un petit peu global. Ça se cumule? Et le CE, il peut s'ajouter avec la prime rénov'? Oui, ça se cumule. Comment? Est-ce que ça peut se rajouter, voilà, donc les aides et... Tout ça, c'est cumulable. En soi, vous pouvez cumuler chaque dispositif entre eux. Suivant votre situation fiscale, vous ne pourrez pas déplacer certains plafonds de montant d'aide. Parce que les aides, en fait, elles dépendent surtout de la catégorie de ménage dans laquelle vous êtes. Donc,
La catégorie de ménage, ça veut dire votre revenu fiscal de référence et le nombre de personnes composant le foyer fiscal. Et ensuite, suivant la catégorie dans laquelle vous êtes, eh ben, vous allez pouvoir mobiliser plus ou moins d'aide. C'est-à-dire que les aides, aujourd'hui, elles sont mobilisables de deux façons. Le premier parcours d'aide, c'est ce qu'on appelle un parcours en poste, par geste de travaux. Vous décidez d'isoler vos murs par l'extérieur. Vous avez le droit à une aide forfaitaire de 40 à 75 €, suivant votre catégorie, par mètre carré au titre de MaPrimeRénov'. Et ça, c'est cumulable avec des certificats d'économie d'énergie qui dépendent du type de travaux que vous souhaitez mener. Et le deuxième parcours, c'est un parcours en rénovation d'ampleur. Et là, la rénovation d'ampleur, en fait, c'est un dispositif financé par MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est nouveau depuis 2024. Ça se poursuit en 2025. La rénovation d'ampleur, c'est un parcours de rénovation qui doit permettre de gagner 2 classes énergétiques en intervenant sur au moins 2 gestes d'isolation, parmi les murs, les fenêtres, la toiture ou le plancher bas. Et ce parcours, il est conditionné à la réalisation d'un audit énergétique et à un accompagnement par une structure agréée, Mon Accompagnateur Rénov', qui vous accompagne sur tout le parcours. Par contre, ce parcours rénovation d'ampleur, lui, il est mobilisable par tous les ménages et le montant de l'aide, il est calculé en pourcentage d'une enveloppe travaux. Ça veut dire que les aides, aujourd'hui, c'est difficile de vous donner un montant d'aide parce que ça dépend du projet, de votre situation fiscale et de l'endroit où vous résidez. Globalement. Dans tous les cas, on l'a déjà dit, pour aller chercher des aides, il faut que vous fassiez intervenir des artisans qualifiés RGE, donc reconnus garants pour l'environnement, et que chaque poste de travaux mis en œuvre garantisse des critères de performance. C'est-à-dire, on va regarder par exemple que l'isolation que vous mettez en œuvre respecte une certaine épaisseur qui permette une certaine résistance thermique. Isolation, où on a parlé d'isolation par l'extérieur, souvent il faut respecter un coefficient de résistance thermique de 3,7. Ça, ce sont des éléments que nous on vérifie à l'espace Conseil France Rénov'. Ça correspond à peu près à 12 à 14 cm d'isolant. Voilà. Quand tout ça c'est respecté, ben là on peut aller chercher des aides. Le mieux, ça reste d'être accompagné par un espace Conseil France Rénov' qui pourra affiner un petit peu les dispositifs éligibles par rapport à votre profil, votre projet, où vous en êtes, et surtout pour savoir les étapes à suivre pour ne pas louper le coche à un moment ou à un autre. Donc vous accompagnez également sur ces dossiers d'aide? Alors, on accompagne. Oui. On accompagne on informe, on sensibilise, on accompagne. On n'a pas vocation à déposer les dossiers à la place du demandeur. Donc ça, c'est une démarche qui reste personnelle et qui dépend aussi du parcours. Dans l'exemple de Madame, donc là, vous avez un accompagnement particulier parce que, en étant accompagné par Solia, vous êtes plutôt dans ces 2 catégories. Voilà. Donc l'accompagnement aussi peut différencier suivant la catégorie dans laquelle le particulier, le demandeur est. On a évoqué, enfin je vais peut-être un peu vite, mais un reste à charge quand même assez conséquent. Alors ça dépend aussi des catégories. Oui. Par rapport à l'ampleur des travaux, non, c'est pas conséquent, mais par rapport à l'âge. Oui, il y a souvent un reste à charge. C'est vrai que c'est exactement ça. Par rapport à l'ampleur des travaux, c'est moindre, mais ça reste un reste à charge important. Il est vrai que la rénovation énergétique, ça a un coût par rapport aux travaux engagés. Et suivant votre situation, votre profil, vous avez accès peut-être de la part de MaPrimeRénov' à une avance sur le montant des aides.
pour les ménages dans cette catégorie-là, qui peut s'élever jusqu'à 50%. Et après, de plus en plus, il y a des organismes bancaires qui vont être susceptibles de vous proposer des solutions de financement du reste à charge ou de l'avance des aides pour pallier au financement de ce reste à charge, qui peut être assez un peu bloquant. De plus en plus, l'ensemble des acteurs de la rénovation se mobilisent pour faciliter et lever les freins liés à la rénovation énergétique. C'est vrai que la rénovation globale, ça fonctionne par scénario. Et on n'a pas trop le choix, en fait, une fois que le diagnostiqueur est venu et a examiné et a proposé tous les travaux qu'il fallait faire. On n'a pas de choix, en fait. Ouais, c'est tout ou rien. Pour la rénovation globale, voilà, c'est ça. Enfin, à peu près. Ça dépend du projet. Des fois, sur certains types de maisons, il y a peu de solutions qui s'offrent à vous pour aller mobiliser la rénovation d'ampleur, c'est-à-dire gagner 2 classes énergétiques. Et peut-être ça laisse peu de marge de manœuvre. Ça peut être le ressenti. C'est pas tout ou rien, ça dépend, mais ça reste aussi avant tout votre projet. L'audit énergétique qui doit pouvoir vous aider à visualiser ce que vous pouvez faire ou pas pour aller chercher la rénovation d'ampleur. Après, comme c'est l'occasion de faire des travaux, compte tenu des dispositifs en rénovation d'ampleur, plus vous allez faire de travaux, plus vous êtes susceptible de déclencher des aides, notamment sur les ménages aux revenus plutôt dits modestes ou très modestes. Et des fois, en faisant plus de travaux, ça peut aussi diminuer le reste à charge. Après, sur la notion du reste à charge, ce qu'il faut tenir compte dans les dispositifs d'aide, c'est que c'est à demander avant le début des travaux, pour laisser de jeu avant la signature des devis. Et les aides, elles seront versées après les travaux sur la base des factures. Donc, c'est vrai que la rénovation d'ampleur, c'est aussi s'engager sur un projet et des démarches administratives qui peuvent être un petit peu longues, surtout actuellement où on est un petit peu suspendu au projet de loi de finances 2025. Heureusement, il y a la communauté de communes qui peut aider. Je provoque. Oui ou non? Je sais pas. Est-ce que dans les aides, la communauté de communes... Je sais pas, là, il y avait... Je sais pas. Non, mais allez-y, parce que j'ai pas vraiment... Anaïg. Alors, il y a la région, région Normandie, on peut être fier de ça, la région Normandie est un peu pionnière dans les moyens. La région, elle aide depuis un certain temps, historiquement, elle accompagne bien avant que ça existe au niveau de MaPrimeRénov', la rénovation d'ampleur. C'est-à-dire que la région, elle encourage la réalisation des audits énergétiques pour avoir une vision plus claire de l'état de la maison et des travaux engagés. Après, la région continue d'aider, on reste sur des dispositifs qui évoluent. Alors chez nous, alors? Chez nous, donc en termes d'aide supplémentaire pour les projets de rénovation, il y a des aides pour les foyers modestes et très modestes. Donc dans le cadre de l'OPA, comme on disait, l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? L'OPA a été mis en place pour une durée de 3 ans. Donc c'est voilà, en 2025 que cesse cette durée. Et donc voilà, il y a une réflexion qui est engagée avec les élus pour voir comment poursuivre l'accompagnement financier de la Comcom. Voilà. Très bien. On poursuit ou... Concernant les aides, on a fini. Oui. Parce que c'est pas aussi simple. Ça évolue. Ça dépend de vous, du projet. Donc le mieux, c'est de faire le point. Et encore, comme un projet de rénovation énergétique, on n'aura pas systématiquement les mêmes montants d'aide par projet. C'est que du sur-mesure.
Et puis c'est ce qui est mobilisable maintenant. Voilà, ça peut encore évoluer dans un sens, dans un autre. Exactement. C'est ce qui est mobilisable maintenant. Ouais. Après, l'avantage de MaPrimeRénov', c'est qu'ils vont regarder les conditions d'éligibilité au moment de la demande ou du dépôt du dossier. Et à partir du moment où c'est accepté, même s'il y a des évolutions par la suite, ça ne vous impacte pas. Jean-Paul Tableau, je n'ai pas vu les aides pour le remplacement des fenêtres. Le montant des aides. Pour le remplacement des fenêtres? Oui, là, il y a les murs. Alors, oui, là c'est un exemple. Ces aides forfaitaires par geste, vous allez les retrouver sur tous les postes d'isolation, chauffage, par catégorie. Les ménages en ressources supérieures, ils sont exclus de ce dispositif par geste. Et MaPrimeRénov', l'aide pour le remplacement des fenêtres est conditionnée au remplacement d'un simple vitrage par un double vitrage. Et c'est une aide forfaitaire qui va de 40 à 100 euros de mémoire. Par fenêtre. Ah, c'est par fenêtre. Là, on n'est plus au-dessus du mètre carré. Là. Non, mètre carré, c'est la superficie de la maison. Hein, c'est ça. Pour les fenêtres, c'est un mauvais exemple. Historiquement, on parlait d'un crédit d'impôt de 30%, puis 15%. Aujourd'hui, on est vraiment sur une aide forfaitaire qui a diminué. Tout simplement, on l'a évoqué, au niveau du gouvernement, ils considèrent que le remplacement des fenêtres n'a pas un impact significatif sur l'amélioration énergétique du logement, parce que la surface vitrée reste quand même bien inférieure à la surface des murs, et qu'il faut mieux isoler les murs, même si le remplacement des fenêtres a un impact sur le confort d'occupation du logement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remplacer des fenêtres. Mais tu peux changer le vitrage sans remplacer la fenêtre. C'est possible. Mais ça s'est fait, ça se fait encore. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui. Parce que je trouve ça malheureux de gaspiller un bois encore résistant. Si l'encadrement est encore bon. Oui, exactement. Des fois, il y a des solutions qui peuvent être apportées. La difficulté de cette solution, des fois, c'est trouver la bonne entreprise qui va bien vouloir intervenir pour se prémunir, déjà garantir que le bâti soit en bon état et pouvoir assurer la performance du remplacement du vitrage. Est-ce que ça les intéresse de le faire ou pas? Il y en a encore. Ça peut intéresser des entreprises locales, des menuisiers, parce que l'inconvénient de ne pas changer les fenêtres, c'est vraiment de s'assurer que ce qu'on appelle le dormant, la partie fixe, elle soit bien performante, qu'il n'y ait pas de défaut d'étanchéité à l'air, qu'il n'y ait pas d'infiltration. Mais le geste de changer systématiquement, on n'est pas dans la décroissance quand on fait ça. Et ça, c'est important quand même de garder du matériel qui est encore fonctionnel. Oui, mais le remplacement des fenêtres n'est pas systématique, c'est quand c'est nécessaire, et des fois c'est pas utile, parce qu'il est vrai que remplacer un double vitrage des années 90, fin des années 90, début des années 2000, par un double vitrage actuel, certes ce sera mieux, mais l'écart ne sera pas si important. Et bon, ça, encore une fois, l'audit énergétique qui permet d'identifier. Des fois, on s'aperçoit avec un audit que le remplacement des fenêtres n'a pas un impact très important et on peut du coup déplacer ce poste de travaux sur un poste qui aura un impact plus conséquent. Parce qu'il est vrai que le remplacement des fenêtres, ça a un coût assez important. Et sur l'audit, on a ces pourcentages, ces priorités. On peut fixer ces priorités suivant les pourcentages d'économies réalisées. Oui, bien sûr. L'audit énergétique, il va faire les fameux scénarios qui vont prioriser un peu les travaux et permettre d'identifier, avant de faire des scénarios, les postes de travaux prioritaires. Donc en fait, on verra les défauts de la maison, la répartition, la fameuse répartition des déperditions appliquée à la maison auditée. Donc on va pouvoir avoir une approche personnalisée et avoir un programme de travaux adapté. Excusez-moi, pour en revenir à l'audit énergétique, il est pris en charge. Le coût de l'audit? Parce que vous engagez après, du coup, avec les Oui. entreprises. C'est ça le problème, si vous ne vous engagez pas après à faire les travaux.
L'audit, la région Normandie, dans son dispositif, finance une partie de cet audit qu'elle a toujours accompagné sur la réalisation de l'audit. Aujourd'hui, l'audit énergétique, il est accompagné à hauteur de 600 € sur une prestation qui coûte en moyenne 1500, 1600 €. Il vous reste à charge 1000 €. Il y a un reste à charge qui reste conséquent. Vous n'engagez pas dans les travaux, regardez 1000 €. C'était juste Et, en fait, mais c'est pour ça des fois la réalisation première de l'audit, elle n'est peut-être pas la meilleure étape, et que ça se construit par une interrogation sur le type de logement, ce qui a été fait, comme les sources d'inconfort, pour réfléchir sur la pertinence à réaliser un audit énergétique, parce qu'il est vrai que à moins de vouloir des réponses purement techniques sur votre maison pour une vision à court, moyen terme des travaux qu'il faudrait mener, faire un audit, ça a un coût, avec un reste à charge. L'objectif, c'est quand même que ce soit l'apport d'entrée ou la première étape vers une rénovation d'ampleur pour aller chercher des aides. Est-ce qu'on a une notion de la moyenne de temps passé pour tout ça? C'est-à-dire entre quelqu'un qui est venu ici ce soir, qui dit « moi j'ai un projet, ok, je vais enclencher quelque chose, une réflexion, des démarches, et l'aboutissement, voilà, quelle est la durée ?» C'est assez difficile, hein, ça peut être rapide. Quand on s'embarque dans un projet de rénovation d'ampleur, donc on peut intégrer un conseiller France Rénov', un auditeur, des artisans, peut-être un accompagnateur Rénov' qui sera différent du conseiller France Rénov', votre disponibilité à vous. Alors déjà, ça fait un ensemble d'acteurs. Et donc, le temps, il va dépendre aussi de la réactivité, de la disponibilité de chacun. Et en plus, il y a des étapes techniques, administratives à suivre. Donc, un projet de rénovation, c'est plutôt long. C'est quoi long? Ça peut être pour lancer les travaux, entre 6 et 12 mois, par exemple, en étant très large. Et encore un an pour avoir l'artisan sur les travaux, quand il veut bien venir. Bon, je suis un peu provocateur, mais un petit peu ça quand même. Des questions? Moi, j'avais une question un peu du même type que celle par rapport aux entreprises. Hein. On disait choisir une entreprise uniquement sur effectivement la certification RGE, ça j'ai bien compris, mais faire l'audit et le bilan énergétique, compte tenu quand même qu'il y a peu de temps que tout le monde est amené à faire ce genre de démarche, ça veut dire que c'est une profession qui est relativement nouvelle, où on doit trouver beaucoup de gens. Quand on vous écoute, ça paraît quand même très technique, puisque chaque maison a son profil. Donc comment on trouve effectivement des personnes qui garantissent qu'on va avoir le meilleur projet, puisque si j'ai bien compris le coût d'une rénovation globale, c'est quand même pour un ménage moyen, un effort subséquent, hein, qui va engager de l'endettement pour de nombreuses années. Donc comment avoir la garantie que ce qu'on va faire est effectivement ce qui doit être fait et qui va s'avérer satisfaisant. Je ne sais pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de communication sur quels critères on choisit quand on n'y connaît rien. Je trouve que c'est un frein. Alors, pour apporter des éléments de réponse, je parlerai précisément du dispositif de la région qui s'appelle le chèque éco-énergie Normandie, parce que donc, historiquement la région elle accompagne sur la rénovation énergétique performante avec la réalisation d'un audit énergétique, et il ne s'agit pas de réaliser un audit énergétique avec n'importe quel bureau d'études. C'est-à-dire que la région elle a fait conventionner des bureaux d'études qui respectent un cahier des charges et qui vous accompagnent sur cet audit énergétique, sur la restitution de cette étude, et jusqu'aux demandes d'aide, vous avez accès à cet auditeur qui répond à vos questions, vous accompagne. Après, le dispositif de la région Normandie, il repose sur ce qu'on appelle une chaîne de confiance entre les structures d'accompagnement, les bureaux d'études, les entreprises conventionnées avec la région
pour réaliser des travaux, si vous souhaitez aller vers le niveau bâtiment basse consommation, le fameux BBC, et des structures de financement comme les banques qui veulent proposer des solutions sur l'éco-PTZ ou le financement du reste à charge. En fait, cette structure, cette chaîne de confiance, elle permet aussi de faciliter les échanges entre les acteurs pour fluidifier le parcours de rénovation et faciliter vous votre parcours. Je ne peux pas garantir que ça va être simple. On essaie de travailler avec des structures locales, les collectivités locales, la région, pour que les projets soient les plus performants possibles et réalisés aussi. C'est difficile de garantir, mais en tout cas, on essaye, dans le fonctionnement, de fluidifier ce parcours. Oui. Me permettre pour répondre à un certain nombre de vos questions. Moi, je vous inviterai, enfin, tout ce qui a été dit à l'instant, évidemment, est important, mais je vous inviterai de profiter du temps où nous sommes dans cette opération programmée d'amélioration de l'habitat. L'équipe qui nous accompagne de Solidia tient des permanences régulières à la communauté de communes, que ce soit au site d'Evrossy, mais aussi Maison France Service à Metz-sur-Orne. Donc je vous invite vraiment à aller les rencontrer. Et là, vous avez un accompagnement complet. C'est-à-dire que même si vous ne rentrez pas dans les bonnes cases financièrement pour bénéficier des aides, les personnes qui assurent les permanences, dont monsieur, vous diront où aller possiblement chercher des aides complémentaires hors du dispositif OPA. Alors évidemment que l'OPH s'adresse, ça a été dit et redit, essentiellement à des gens qui ont des revenus modestes, voire très modestes. Mais il ne faut pas que ce soit un frein non plus pour les autres catégories de personnes qui ont des revenus un peu plus élevés, pour envisager peut-être des travaux de rénovation et en tout cas de prioriser vos travaux de rénovation si vous en envisagez. Après, c'est toujours à faire la part des choses entre le reste à charge, le confort amélioré et la possibilité de s'offrir ce plus de confort dans la durée. Et la plus-value de la maison, qui peut être aussi un élément de réflexion à certaines époques de sa vie, puisque quand on fait des travaux, on améliore aussi son patrimoine et forcément sa valeur. On vous retrouve, Pierre-Adrien, dans ces permanences locales? Oui, Pierre-Adrien ou un conseiller France Rénov'. L'espace conseil France Rénov', effectivement, c'est des permanences sur les territoires, des permanences téléphoniques, l'accès à des conseillers par téléphone, par mail. Il ne s'agit pas, quand on commence à réfléchir à un projet de rénovation, de s'engager tête baissée sur un audit ou sur un projet de l'ampleur. Ça se construit. Il y a un certain nombre de freins à lever, des freins techniques, administratifs, personnels, financiers. Et l'objectif aussi en tant qu'espace conseil France Rénov', c'est de vous interroger et de construire le projet avec vous et de faciliter tout ça. Donc effectivement, les permanences de l'espace conseil sur le territoire, à Évreusy, Metz-sur-Orne, sont à votre disposition pour ça. Question? J'avais juste une question au niveau du timing entre la demande qui est acceptée et le commencement des travaux. On a combien de temps à peu près entre les deux? Alors, au niveau de MaPrimeRénov', je vais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire qu'on dépose la demande MaPrimeRénov', et dès qu'elle est déposée sur le site, finalisée, vous êtes officiellement autorisé à lancer les travaux. Vous recevez un mail, c'est écrit noir sur blanc. Par contre, la demande, en attendant, elle part en instruction auprès du service de MaPrimeRénov'. Donc, il ne s'engage pas sur le montant de l'aide qu'il vous réserve, mais vous êtes autorisé à lancer les travaux. Donc, alors, ils estiment, vous avez une estimation du montant, et après, c'est toujours en dessous. Faut pas se leurrer. Normalement, sur leur méthode de calcul, Il faut le prendre en compte quand même dans le budget. Oui. Il faut quand même être prudent là-dessus. Alors, parce qu'il faut quand même exactement.
Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Dans le process financier, entre guillemets, on va déposer la demande, on a l'autorisation de faire les travaux, libre à vous de les commencer ou d'attendre la décision d'agrément de MaPrimeRénov' avec le montant qui vous est réservé. Vous faites les travaux, vous avez la réception chantier, les factures, vous faites la même démarche, demande de versement de l'aide, instruction de paiement, et ensuite vous aurez le versement. La durée entre d'instruction initiale, 1 à 2 mois. La durée d'instruction de versement, ça peut être plus long, ça peut déclencher des contrôles sur chantier. Donc ça veut dire que l'aide, en principe, vous la percevrez 3 à 6 mois après avoir payé les artisans. En fait, la question c'était, si on n'entame pas les travaux tout de suite, oui. on a combien de temps pour les faire? C'est ça la question. Combien de temps pour les faire? Ça, c'est une autre notion. C'est-à-dire que quand vous recevez le courrier d'agrément, on est passé à 36 mois pour déposer la demande de versement. Donc, entre le dépôt, le délai d'instruction, plus les 36 mois, normalement, vous avez le temps. Juste pour mettre un peu d'argent de côté. Voilà. Par exemple. Il y a quelque chose que vous n'abordez pas, monsieur. Alors peut-être que c'est tout à fait déplacé. Vous parlez d'économie, de fenêtres et de torches. Moi, je vais vous parler de volets. Est-ce que ça sert à quelque chose, les volets? Parce que c'est très controversé. J'ai vu des choses à droite, à gauche. Ça ne sert à rien. Ça sert. Moi, je crois que ça sert encore par rapport au froid, puisque c'est très efficace par rapport à la chaleur. Je vois pas. Oui. Ça ne saurait pas, mais vous n'en parlez pas. Non, c'est un vrai sujet. Merci. Le volet, bon, déjà, quel type de volet? C'est comme tout type de fenêtre, mais le volet a encore un intérêt. Donc, il est toujours conseillé en hiver de fermer les volets la nuit. Ça améliore un petit peu le confort thermique. Par contre, le volet aussi, en été, il a une vraie place sur le confort d'été. Sur la protection solaire. Donc non, le volet en rénovation, et il est très important parce que le volet, on va pouvoir l'intégrer dans le programme de rénovation pour limiter les problèmes techniques avec une isolation extérieure, ou vous savez, si vous mettez un volet roulant qui génère une petite bande en haut des fenêtres, il y a des solutions techniques qui peuvent être trouvés pour le remplacement des volets, intégrés à l'isolation ou au projet global. Dans le volet, il faut en parler. Et qu'est-ce que vous conseillerez comme matériau de volet plus efficace? Une petite idée? Indépendamment du matériau, en fait, c'est surtout savoir que le volet, s'assurer que le volet soit bien isolé. Après, le volet, il peut être battant, il peut être coulissant, il peut être roulant. Ça dépend de votre projet, du type de fenêtre, si elles sont droites, arrondies. Le matériau en tant que tel, il n'aura pas trop d'incidence. Souvent, on va être maintenant sur des volets isolés. Après, c'est de la technologie des volets. Si ce sont des volets roulants, est-ce qu'ils sont filaires, est-ce qu'ils sont solaires? Il y a plein de questions. Je garde mes volets en bois pour le moment. Une question juste. Oui, monsieur. C'était pour enchaîner sur les volets. Avec le magnétoscope, moi j'avais une demande pour isolation. Et on m'a dit qu'on peut changer les volets, mais il faut les changer à l'identique. Sauf que c'est des volets avec des persiennes en haut. C'est vrai que le volet il peut faire l'objet d'une demande d'urbanisme. Ça dépend du périmètre dans lequel la maison est située, avec une obligation de remettre les volets à l'identique. C'est une approche plutôt esthétique. Il y a un vrai enjeu autour de la rénovation du patrimoine pour concilier préservation du caractère architectural et amélioration énergétique. Il y a des solutions qui existent. Là, il faut se rapprocher des artisans, voir des solutions des fournisseurs pour avoir des volets performants, idéalement, et qui conservent le caractère initial de la maison. Ça peut être compatible.
Ça peut être compatible. Oui, tout à fait. Ça peut être compatible, mais ce qui est important pour clôturer le sujet volet, c'est que si on a une isolation par l'extérieur, on ne va pas pouvoir refixer facilement des volets sur un isolant extérieur. Ça s'anticipe dès le début. Monsieur ? Oui, moi j'aurais une question par rapport au chauffage et à la question d'un remplacement d'une chaudière gaz d'une vingtaine d'années entre une pompe à chaleur, une chaudière à gaz à nouveau ou autre système. Bon. La question du remplacement du système de chauffage n'est pas simple parce qu'elle dépend de la performance de l'isolation de la maison. Quand une chaudière gaz de 20 ans, on peut amorcer une réflexion sur son remplacement. Pour comprendre comment ça fonctionne, en principe, votre chaudière gaz, elle fonctionne plutôt à haute température. Donc elle va chauffer vos radiateurs entre 60 et 80. Et ça va permettre de faire face aux déperditions thermiques de la maison et assurer le confort d'occupation. Une pompe à chaleur, on va changer ce qu'on appelle de régime d'eau. C'est-à-dire que la pompe à chaleur, elle est plutôt performante quand elle va chauffer en basse température, entre 35 et 45 degrés. Changer le régime d'eau sans isoler la maison, il y a un risque avec la pompe à chaleur d'augmenter les consommations électriques et de perdre du confort. Avant de réfléchir au chauffage, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur l'isolation de la maison pour élargir un peu le choix du système? Mais peut-être qu'aujourd'hui, votre maison telle qu'elle est, elle permettrait l'installation d'une pompe à chaleur. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Ça dépend de ce que vous souhaitez, la performance de l'isolation, d'un ensemble de paramètres. Après, il est vrai que la chaudière gaz, on reste sur de l'énergie fossile. La pompe à chaleur, c'est plus écologique en principe. C'est de l'énergie renouvelable. C'est l'énergie nucléaire. Oui, voilà. Vous avez quelque chose pour les générations d'avenir. C'est clair. Voilà, pour résumer, ce que vous dites, c'est que tout est lié en fait. Donc sur une approche globale, tout interactif en fait. Tout est lié. C'est vrai que le sujet du remplacement du système de chauffage, quand c'est nécessaire, des fois il y a peu de solutions. En milieu rural, peut-être qu'il n'y a pas de gaz de ville. Je ne sais pas si vous êtes au gaz de ville ou au gaz en citerne. Mais c'est de se poser les bonnes questions pour optimiser au mieux le système de chauffage, le plus adapté. L'idée, c'est que vous ne reveniez pas sur vos travaux dans 5 ans et de prendre les choses dans le bon ordre. On va poursuivre avec une autre thématique sur les gestes au quotidien. On y est ? On y est. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, avant que vous puissiez développer sur ces gestes au quotidien, c'est de savoir quels sont les vôtres de gestes au quotidien. Avez-vous, chacun d'entre vous, des astuces pour économiser votre consommation, des astuces que vous mettez en place tous les jours pour réduire l'électricité, le gaz ou autre? Vous avez des astuces à nous donner? Alors c'est vraiment oui. Des trucs de bout de chandelle, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose. J'ai acheté des prises. Ah, vous aussi? Ah oui. C'est peut-être pas si anodin que ça, justement. Vous coupez le courant oui. Pour couper les veilles. Oui. Ah oui, couper les veilles de la télé, de la box, etc., qui consomment 24 heures sur 24. Ah, moi je coupe tout. Vous avez ça, des réglettes comme ça que vous coupez ou pas? Ah, on est que tous les deux à le faire. Oui. Ah, ben voilà. Oui, la nuit, moi je coupe la nuit. À la nuit? Oui. Est-ce que vous avez d'autres astuces pour économiser sur votre consommation? Les rideaux. On revient au volet plus rideau. Allez. Les rideaux, en plus, c'est thermiquement, c'est peut-être intéressant, esthétiquement, c'est bien. Oui, il existe des rideaux thermiques. Éco-geste. Alors, la réglette, on coupe le courant. Ok, les rideaux. Autre chose? Pardon? Ah, rideau thermique, évidemment. Oui. Avec les radiateurs forcément qui sont programmables. Thermostat, programme, oui. On programme d'avance, oui. Programmé, oui.
suivant notre présence à la maison. Bien sûr, oui. On programme avant, ouais, ça c'est bien. C'est intelligent. Là, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Ah, les pulls. Ouais. Mais j'ai vu passer ça dans votre... voilà, mettre un pull, se couvrir à la maison. Alors, on éteint la lumière quand on s'en va d'une pièce, oui, bah, c'est bien aussi ça. Oui. Alors la réglette, on coupe le courant, on met un pull, on éteint la lumière. Le système Heure-Creuse Airplay, il faut y réfléchir, hein, parce que c'est un système que j'avais, en fin de compte, au regard du peu d'électricité que je consommais, ça n'avait pas le coup de... C'est pertinent ou pas ça? C'est parfait. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Ça nécessite des réflexions. C'est très pertinent, ça va permettre d'engager le premier sujet. Parce qu'on a beaucoup parlé de la maison, du bâti, et c'est vrai que mener des travaux de rénovation énergétique, ça permet de réduire les consommations, d'améliorer le confort, mais tous les éco-gestes qui ont été évoqués notamment là, ils permettent aussi de réduire les consommations énergétiques de la maison, de façon peut-être anodine, mais en cumulant tous les gestes, c'est pas anodin. La première question à se poser, c'est d'abord, est-ce que vous, à la maison, vous connaissez l'énergie ou les énergies que vous consommez pour vous chauffer, éclairer, produire de l'eau chaude. Et en fait, l'idée, c'est avoir une meilleure connaissance de ces énergies, de ces contraintes. Est-ce que vous connaissez les énergies? Alors, est-ce que c'est de l'énergie électrique? Est-ce que c'est de l'énergie fossile? Est-ce que ça peut être du gaz, du fioul? Est-ce que vous chauffez au bois ou aux énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien? Mais c'est aussi, est-ce que vous, à la maison, vous connaissez combien vous consommez? Avoir une meilleure connaissance de ces abonnements. Combien vous consommez? Alors, en euros, souvent on le sait, mais pour comparer les offres, c'est important d'avoir une idée de combien on consomme en kilowattheure. Il a 50 ans, votre compteur, là. On passera au compteur plus récent. Ce compteur, il parle à tout le monde. Oui. Et effectivement, est-ce que vous connaissez l'abonnement auquel vous avez souscrit? Et effectivement, ça peut être l'abonnement Heure Pleine, Heure Creuse, et, ou Tempo, ou le vôtre. Est-ce que vous le connaissez? Toutes ces questions auxquelles, alors là je vous laisserai le choix d'y répondre, ça permet déjà d'affiner un peu l'analyse de votre logement pour mieux pouvoir intervenir dessus. Ce qui est important, c'est de pouvoir suivre ses consommations. Et suivre ses consommations, c'est possible grâce aux compteurs connectés. De plus en plus, dans les logements, vous allez pouvoir retrouver les compteurs Linky pour l'électricité ou Gaspard pour le gaz, qui vont vous permettre un suivi plutôt facile. Pourquoi il est controversé, le Linky? Enfin, controversé, il ne l'est peut-être plus maintenant, parce que je n'ai pas de réponse. C'est un nouveau compteur. Je ne connais pas trop les éléments de cette controverse. Parce qu'aujourd'hui, c'est un compteur qui permet quand même de suivre à distance, à la maison, sur le téléphone, sur l'ordinateur, les consommations quasiment en temps réel, et en renseignant aussi les différents équipements que vous avez à la maison, de pouvoir avoir une estimation des équipements qui vont consommer le plus. Honnêtement, ça apporte quoi? À part parce que quand on se chauffe, on chauffe à une température minimale quand même, donc ça ne va pas changer grand-chose que le compteur nous dise qu'on chauffe plus certains mois que d'autres. On chauffe en fonction du climat et que les équipements qu'on a, on les a, donc à moins de dire... on sait si on a des vieux équipements qui vont consommer plus que des équipements neufs, mais après ça... Oui, c'est juste un constat, quoi, en fait. Oui, voilà. un constat intéressant quand même. C'est Martin. Vous avez effectivement, après coup, d'aller voir par exemple les périodes où on est absent, c'est censé ne pas avoir de consommation. Quand on regarde quand même ce que l'on consomme sur ces périodes-là après coup, et on sait exactement sur quelle période, ça fait réfléchir un petit peu, et à ce moment-là, on va chercher à comprendre pourquoi. C'est le frigo. On n'est pas là, c'est le frigo. Ah bon, il y a quand même autre chose.
Parce que ça veut dire en permanence une surveillance aussi. Ah, c'est pour ça qu'il est controversé. Je pense que c'est ça. C'est très controversé à ce propos. À quel moment une population consomme beaucoup, consomme moins, Oui. et ce qui intéresse beaucoup les donneurs d'ordre, à savoir ceux qui vendent de l'énergie, par rapport au coût. Quand est-ce que j'augmente les prix? Quand est-ce que je les baisse? Donc c'est très bien, c'est tout à fait inverse. Et tout à fait, c'est tout à fait inverse. Une surveillance permanente de sa consommation. Tout ça, c'est possible. C'est vrai que c'est des éléments sur lesquels on n'a pas la main. L'idée autour de ça, c'est surtout, en fait, par rapport aux équipements, c'est d'avoir une connaissance. Bien sûr qu'on sait que tout ce qui est branché va consommer, mais est-ce qu'on sait réellement quel équipement va consommer le plus? Et effectivement, par rapport à l'abonnement auquel on a souscrit, est-ce qu'il est réellement adapté à l'occupation de la maison, à l'usage des équipements qu'on a? Et en allant chercher cette information, je pense qu'on peut jouer sur l'éveil, les usages, au bon moment, au bon endroit. C'est surtout dans cette idée-là. Et pour ça, en fait, il existe, via le médiateur de l'énergie, des outils qui permettent de comparer les différents abonnements pour essayer d'avoir une idée. Est-ce qu'on consomme plus trop par rapport au logement? Est-ce que mon abonnement est vraiment adapté par rapport à mes besoins? Et sur ce site, du coup, vous pouvez facilement à la fois être informé des évolutions liées à l'énergie et aller chercher des outils de comparaison. C'est vraiment mieux maîtriser avant de mettre en place des éco-gestes. Connaître ses énergies, comprendre ce qui consomme le plus, adapter ses abonnements et par rapport à ça, mettre en place des éco-gestes. Mettre en place des éco-gestes, c'est chauffer à la bonne température, au bon endroit, au bon moment. Température recommandée, 19 degrés le jour, 16 à 17 la nuit. Gardez en tête que 1 degré en moins, ça peut représenter jusqu'à 7% d'économie sur la facture d'énergie. Après, bien sûr, la température, elle est liée à votre sensation de confort, l'occupation que vous en faites des pièces. Donc, il n'y a pas d'obligation. Ce sont des températures recommandées, mais plus on chauffe, plus on consomme. Et pour ça, les gestes au quotidien, alors ça c'est encore un peu lié au bâti, mais on peut facilement mettre en place, comme vous l'avez évoqué, un équipement pour mieux piloter ces systèmes de chauffage, c'est-à-dire un thermomètre, un thermostat programmable, et ce thermostat il peut facilement être installé soit sur un système de chauffage central, une pompe à chaleur, une chaudière, ou sur un système décentralisé avec des radiateurs électriques. Ou même si vous avez un poêle à granulés, aujourd'hui vous pouvez facilement le piloter via des applications. Et enfin, on va pouvoir aussi mettre en place différents gestes, et vous allez voir que vous allez donner beaucoup de réponses par rapport à ces éco-gestes. Ces éco-gestes, c'est bien sûr prendre soin des équipements qui sont installés à la maison pour assurer leur performance et leur pérennité. Caractère obligatoire, la révision de la chaudière, les conduites de cheminée ou de la pompe à chaleur. Tout ça, ça va permettre aussi un équipement entretenu sera plus performant et consommera, il n'y aura pas de surconsommation. Après, au quotidien... Ah ben le voilà le pull. Et les rideaux. Il n'y a pas de petits gestes. Même si on n'isole pas la maison, on peut limiter les transferts des infiltrations d'air. Donc on a les bas de porte, les coffres de volets, on peut les isoler, souvent quand ils sont à l'intérieur de la maison. Pour les cheminées, idéalement, il peut y avoir des déperditions. Quand c'est possible, mettre une trappe isolée, quand elle n'est pas en marche, bien sûr, et vérifier l'étanchéité des menuiseries. Des fois, ça peut être juste un changement de joint ou un petit réglage sur la fenêtre, et ça permet de limiter les déperditions ou les infiltrations.
Les rideaux thermiques, les pulls, alors ça paraît être du bon sens. Des fois, s'habiller, revenir à un pull, plutôt que de monter le chauffage, et ben ça fonctionne aussi bien. Après, des astuces, il y en a beaucoup. Elles ne sont pas toutes adaptées à votre maison, à vos habitudes. L'idée, c'est de se dire que peut-être en mettant en place certaines astuces, on va réussir à limiter petit à petit les consommations d'énergie. Et les astuces, les éco-gestes, peuvent intervenir sur tous les domaines du quotidien. Pour économiser l'eau, les fameux moucheurs, économiser l'énergie, mettre un thermomètre aussi dans chaque pièce pour avoir une idée de la température qu'il fait. Ça permet aussi d'avoir une information sur laquelle jouer. Les multiprises à interrupteurs, ça a été évoqué, ou les wattmètres. Les wattmètres, ça permet d'avoir une prise de mesure et de vérifier la consommation électrique d'un équipement en particulier quand il fonctionne ou quand il est en veille. Les éco-gestes, c'est aussi sur le volet informatique audiovisuel. Est-ce que vous avez déjà essayé de compter le nombre d'écrans que vous aviez à la maison par personne? Alors, quand on parle d'écran, on parle de télé, du téléphone, de tablette, de l'ordinateur, tous les écrans qui sont susceptibles de rester en veille plus ou moins longtemps, ou d'être chargés, d'être utilisés. En moyenne, les foyers français sont équipés de 15 à 50 équipements qui possèdent une veille. Alors ça paraît anodin d'éteindre la multiprise, mais ça permet quand même des économies qui ne sont pas négligeables. Et donc pour ça, en fait, on peut facilement, comme vous l'avez évoqué, les regrouper sur des multiprises. Et pour faciliter la gestion, eh ben, en fait, vous les regroupez par pôle, une multiprise télé, une multiprise ordinateur, et le soir, ou quand vous vous absentez, eh ben, vous éteignez cette multiprise, et en suivant un peu les consommations, voir quel impact ça a. Sur le numérique, pour aller un petit peu plus loin sur les gestes au quotidien, eh ben, il y a aussi adapter ces équipements, les faire réparer, tout un tas de solutions que vous pouvez retrouver. C'est là le bisou, non? Je l'attends, ça. Ah, ça pas encore. Je n'irai pas dans le détail de tous les éco-gestes. En fait, sur chaque domaine, vous allez pouvoir mettre en place des gestes qui vont potentiellement réduire un petit peu les consommations d'énergie. En cuisine, ça paraît bête. Éteindre le four, les plaques avant la fin de la cuisson, mettre des couvercles, nettoyer encore une fois les équipements, prendre soin des équipements, assurer la pérennité. Et puis, ça a été évoqué, toujours éteindre la lumière dans les pièces, ça ne s'invente pas. Et puis, la veille prolongée, eh ben, c'est pas que les prises, c'est aussi le chauffage, la production d'eau chaude et, quand c'est possible, la box Internet. Pour vous dire que l'amélioration, la réduction des consommations énergétiques, c'est vraiment au quotidien, dans toutes les pièces de la maison, et c'est pas si compliqué. Pour ça, vous retrouverez un petit peu, l'ADEME a mis en place 50 trucs et astuces pour faire des économies. C'est plutôt bien schématisé. Vous pourrez prendre le temps de le regarder. Mais en fait, la maison, les économies d'énergie à la maison, c'est l'objet du quotidien. Et pour la fameuse méthode bisou. Donc la méthode bisou, c'est, on va un petit peu plus loin, c'est quand vous êtes amené, vous avez envie d'acheter quelque chose. Essayez de vous poser la question de la méthode bisou. La méthode bisou, c'est B comme besoin. À quel besoin cet achat répond-il? I comme immédiat, est-ce que je peux attendre quelques temps avant de me décider? Est-ce que j'ai déjà un objet
qui a cette utilité, comme semblable, quelle est l'origine de ce produit, et enfin, utile, est-ce que cet objet va m'apporter un confort primordial? Alors, on sort un peu du cadre des économies d'énergie, mais limiter la consommation, c'est aussi faire attention aux consommations d'énergie dans notre quotidien. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, effectivement, vous aviez plutôt apporté des solutions concrètes. Il en existe des multitudes. Il n'y a pas de mauvaise solution. Peut-être revenir à des pratiques plus simples. Et votre méthode bisou, elle s'applique à beaucoup de choses. Est-ce que je prends ma voiture, non, je vais me passer de ça, j'y vais pas aujourd'hui, j'irai demain. Est-ce que ce pull-là, j'en ai besoin? Non, ça, ben non, j'ai encore des godasses qui peuvent faire un an. C'est ça aussi. Hein. Exactement. C'est pas une histoire de dépense. J'étais sûr qu'ils allaient adhérer à Bisou. Ça, c'est fantastique. Merci, Pierre-Adrien. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, low-tech? Parce que moi, je ne sais pas. Hein. Low-tech. Ah, oui. Alors, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais en gros, c'est revenir un peu à l'ancienne. C'est avoir des objets qui sont plus simples, moins technologiques, moins gadgets. Alors, c'est le plus jeune d'entre vous qui nous dit revenir à l'ancienne. Ma définition est peut-être nulle, hein, mais c'est comme ça que je le vois. J'aime bien ça, revenir à l'ancienne, low-tech. Oui, exactement. C'est peut-être revenir au bon sens. Oui, le texte, ouais, bah, c'est lié, hein, à l'ancienne, c'est le bon sens. Hein? Exactement. C'est des solutions avec moins de technologie ou sans technologie, du coup conçues pour être robustes et durables et minimiser l'utilisation des ressources rares et la production des déchets. Donc le low-tech, on peut considérer que c'est éco-conçu, c'est résilient, robuste, réparable, recyclable, agile et fonctionnel. Le plus simple, c'est que je vous montre quelques exemples. Oui, ça serait bien. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et le low-tech, par exemple, ça peut être ce qu'on appelle la marmite norvégienne. Alors, la marmite norvégienne, eh ben, on va concevoir un contenant isolé dans lequel on va venir mettre les marmites qu'on aura retirées du feu avant la fin. Et donc on va finir par une cuisson lente en limitant le recours à une technologie. Et donc on va être sur un temps de cuisson plus traditionnel, plus long, mais qui va nécessiter moins d'énergie. Ça, c'est un exemple de low-tech que vous avez peut-être aussi déjà à la maison. Et un deuxième exemple de low-tech, bah, c'est le four solaire. Le four solaire, profiter de l'énergie solaire pour cuire des aliments, chauffer ou cuire. C'est une technologie qui fonctionne quand il fait beau, mais qui fonctionne. Bah, chez nous, il fait beau et il fait froid quand il fait beau. Alors avec un vélo non électrique, mais avec un petit panneau solaire, ça marche. Ça évite la batterie électrique. Mais pour finir, vous l'avez évoqué très bien, la low-tech, c'est aussi le bioclimatisme, c'est-à-dire pouvoir percevoir un peu le chauffage passif, l'énergie à disposition à la maison, c'est-à-dire considérer son environnement pour profiter de l'ensoleillement qui va réchauffer la maison. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de chauffer? Adapter les usages. Donc ça veut dire, on a tous connu des garde-manger chez nos grands-parents, à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre tous les aliments qu'on achète au frigo pour les conserver, qui vont nécessiter de l'énergie, de la place, ou est-ce qu'un garde-manger peut tout simplement suffire pour la conservation de certains aliments ou produits? Et puis, effectivement, vous l'avez évoqué, adapter ses déplacements, adopter une mobilité douce. Est-ce que j'ai tout le temps besoin de prendre mon véhicule motorisé? Est-ce que le vélo peut être une solution? Il y a des transports en commun. Il est vrai que de plus en plus, ces territoires développent des solutions de mobilité douce. Et ça permet d'adapter et de prendre le temps de se déplacer et de réduire ses consommations. Et puis, pour finir, je voudrais juste aborder un thème sur l'économie circulaire et
au quotidien, adopter les 3 R, une dernière méthode, pour réduire, réemployer et recycler. Et ça aussi, au quotidien, ça peut être un éco-geste à mettre en place facilement. Réduire ses consommations, réemployer quand c'est possible et recycler, et ne plus systématiquement jeter ou acheter ou mettre de côté. Voilà. C'est tout un état d'esprit à engager. Du bon sens. Du bon sens. Du bon sens à l'ancienne. Aller à la ressourcerie pour acheter des masques. Aussi. Ah oui, ça c'est du bon sens. Exactement. La décroissance joyeuse. Une fois j'ai vu ce terme-là, j'ai trouvé ça fantastique. Décroissance joyeuse. Prendre plaisir aussi. Là. Oui. Merci Pierre-Adrien. Merci. On va remercier vraiment Pierre-Adrien Leclerc pour cette excellente présentation. Donc on sait qu'on peut faire appel à vous sur la permanence ici, à Évrecy et Messuran. Alors, les permanences à Évrecy, les permanences elles vont être conditionnées à votre situation fiscale, type de projet. Le mieux, c'est d'appeler l'espace Conseil France Rénov'. L'espace Conseil France Rénov', il va rediriger, suivant les besoins, vers le bon interlocuteur, soit Biomasse Normandie, soit Solia, tout simplement. Et c'est uniquement sur rendez-vous. Donc le plus simple, c'est encore d'appeler et de prendre le temps de faire le point sur le projet. Parfait. Vous avez sous les yeux nos prochains rendez-vous. Donc mardi 18 mars, l'eau dans le bocage. On sera à Malteau, sur la MFR de Malteau. Le lundi 28 avril, transport durable du constat à l'action. On sera sur 2 conférences au collège Paul Verlaine, transport durable et impact du numérique, agir pour un numérique responsable. Alors, on a commencé à toucher du doigt justement donc l'impact sur la consommation. Et puis dernière conférence qui sera passionnante parce qu'on recevra Patricia Poignet, diététicienne. Manger local, bon pour ma santé et mon porte-monnaie. On se retrouvera à la salle des fêtes, je crois, de Baron-sur-Odon. C'est ça. Merci à vous. Merci de votre présence à tous. Merci. Bon retour à vous.